Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission spéciale de fin d'année. L'année 2024 touche bientôt à sa fin et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir des invités exceptionnels venant de France et de Belgique qui vivent et travaillent à Beijing depuis longtemps. Sur le plateau, nous avons Susan, jeune diplômée qui a fait son master en interprétation à l'Université des langues et cultures de Beijing et traductrice pour CGDN français. Bonjour Susan. Bonjour. Et puis Tierno, auteur qui vit à Beijing avec sa famille. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour May. Et puis on a Stéphane, traducteur pour CGDN français, installé à Beijing depuis quelques années avec ta femme et tes deux enfants. C'est ça, bonjour. Bonjour. Et puis finalement, on a Mélina, animatrice de La Chine et moi sur CGDN français. Bonjour. Bonjour. Merci. Ravi de vous avoir tous aujourd'hui avec nous. Ensemble, nous reviendrons sur les moments marquants de l'année écoulée. Et avant de nous lancer notre discussion, on a préparé un petit jeu pour vous dans cette petite boîte. Et chacun va faire un tirage au sort sur un sujet et nous explorons ensemble les thèmes. Vous êtes tous prêts? Prête. Prêt. On commence par Mélina. D'accord. Je me sers. J'ai peur. N'aie pas peur. Tout va bien se passer. Attends, il faut que je pioche. Hein. Attention à la tarentule. C'est Fear Factor, c'est ça? En gros, tout le Alors. monde va répondre Ah. à la question. Hein. Je vous montre pas. Enfin, si, je peux vous montrer. Oui, bien sûr. Décrivez Beijing en une phrase. Waouh, décrivez. C'est dur, hein? Toutes les questions sont aussi difficiles. Décrire Beijing en une phrase. Je dirais que Beijing, c'est une ville, pour moi, qui est pleine de contrastes, de découvertes et de belles rencontres. Ok. Et je sais que vous avez tous vécu longtemps à Beijing et certains sont là pour les études et aussi pour le travail. Et du coup, pour vous, Beijing, c'est quel genre de ville, Susan? Moi, c'est une ville d'abord que j'ai trouvée immense au niveau de l'échelle et pareil, pleine de surprises. C'est une ville où j'ai fait des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Voilà. C'est vraiment une ville que j'adore. Et toi, Tierno? Alors c'est un peu comme Susan. Beijing est une ville absolument gigantesque. J'ai été surpris de voir qu'on pouvait prendre la route pendant 3 heures pour aller visiter la Grande Muraille et être toujours dans Beijing. Waouh! Impressionné par la taille, vraiment. Oh, c'est la taille. Et puis, Moi, j'ai de la chance, j'ai eu le temps de préparer ma phrase avant que tout le monde passe. ouais, en une Alors moi, phrase, je trouve que Beijing est une ville très city. très city. Ouais, parce que ça vient d'un jeu de mots en chinois, city bu city. Tu sais. Ah! Et donc city, bon, ça veut dire ville. Hein, et c'est un jeu de mots qui veut pas dire grand-chose, mais c'est quelque chose à la mode pour dire cool ou pas cool. Et c'est une ville très cool. Il y a toujours plein de choses à faire le soir, le week-end, avec les enfants ou sans enfants. Et c'est une ville très ville, quoi. Donc c'est une city, c'est une vraie ville, quoi. C'est une énorme ville, comme on dit mes co-religionnaires ici présents. Super. Et je sais que tu as déjà passé plusieurs années ici en Chine. Ouais. Et ça fait combien d'années pour le moment et pourquoi tu as choisi de s'installer ici avec toute la famille? Oui, c'est ma 6e année à Pékin. Et c'est parce que ma femme est pékinoise et donc on a vécu pendant 15 ans en France. Et puis au bout de 15 ans, elle s'est dit évidemment qu'elle voulait retourner un peu voir sa famille. Hein. C'était un peu donnant-donnant. C'est de bonne guerre. Et donc voilà, on est parti de Nice pour venir s'installer à Pékin, principalement pour cette raison. Waouh! Et du coup, ça fait déjà 6 ans. Ouais. Est-ce que tes deux enfants ont déjà s'habitué à la vie ici? Elles ont des amis chinois pour le moment? Oui, ils vont à l'école chinoise. Hein. Alors au tout début, c'était relativement simple, encore une fois parce que ma femme est pékinoise et donc elle a des cousins, des cousines qui eux-mêmes ont des enfants et donc les enfants jouaient toujours ensemble, même avant de venir s'installer, quand on venait simplement en vacances, on restait en famille, mais les enfants avaient toujours des compagnons de jeu. Et maintenant, bien sûr, ils sont scolarisés en Chine, à l'école chinoise, et ils se sont fait des amis. Hein. Ça se passe bien. Waouh, c'est super. Et toi, Mélina, ça fait combien d'années que tu vis ici? Moi, ça fait... Laisse-moi réfléchir. En fait, j'ai de la famille à Pékin.
Donc quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, je revenais souvent ici à Beijing pour voir ma famille. Et puis je me suis vraiment installée, où j'ai vécu plus longtemps ici pour mes études universitaires. J'étais à la Chunmei Daxue, Communication University of China, pour faire des études. Donc là, je suis restée un peu plus longtemps. Ensuite, j'ai fait des allers-retours et là, ça fait 6-7 ans que j'y vis vraiment et que je travaille ici. Et ces quelques années, à part toi-même, qui a changé, et tu as remarqué d'autres changements pour la ville, pour la vie quotidienne ou... La vie quotidienne, de plus en plus pratique, je dirais. Ouais, un confort de vie qu'on ne trouve pas en Belgique. Je viens de Belgique. Donc ça, à chaque fois que j'y retourne, je dois me réhabituer au rythme de vie qu'il y a en Belgique. Bon, c'est très bien aussi, hein, mais c'est différent. Moi, j'ai habité en Normandie, dans une ville qui s'appelait Évreux, où le dimanche, absolument tout était fermé. Beijing est très différent à ce niveau-là. Toujours quelque chose à faire. En week-end, c'est ça? Oui, voilà. Et pas faire les courses toute la journée, hein? Non, pas forcément faire les courses, mais visiter, faire des expositions, des galeries, j'en fais beaucoup. Il y a beaucoup d'activités culturelles à faire, très intéressantes. Super. Des musées lumineux, ça j'aime beaucoup, avec des animations, il y en a de toutes sortes, et sur tous les thèmes, les dinosaures, les papillons, les pandas, donc j'essaie de faire des activités culturelles régulièrement les week-ends. Et il y a tout ce qu'il faut à Beijing. Et je sais qu'aujourd'hui, chacun d'entre vous a apporté un objet qui représente votre vie à Beijing. Et du coup, qu'est-ce que vous avez amené? On commence par Mélina. Alors, on commence par moi. Ouais. Ah, c'est bien, c'est mieux comme ça. Montre-nous ton Tada. objet. Waouh, c'est quoi? C'est quoi? Devine. Ça a objet l'air relaxant. un ours. On dirait un objet relaxant. Je vois qu'il y a un beaucoup objet, de bleu dessus. Un ours? C'est un indice. Le son. C'est un os. C'est un onos. Anti-stress. C'est Son de canard. anti-stress pour mon chien. C'est le jouet de mon chien. Ah. Ton chien, il a déjà 5 ans. Il a déjà 5 ans. La couleur du chien et du jouet sont assorties. Pas du tout. Alors mon chien s'appelle Nanyo. Je ne sais pas où en est ton niveau de chinois. Lait de vache. Pas mal. Ah, Waouh, pas mal. C'est pas mal, C'est- ça. mais pas tout à fait. C'est l'inverse. C'est une vache à lait, Ah, vache à lait. les couleurs. Donc voilà, mon chien s'appelle vache à lait. C'est plus mignon quand tu comprends pas. Nanyo. J'ai entendu parler que tu, Oui. sais pas, tu l'achètes ton chien. Tu Mon chien, as trouvé quelque part. je l'ai trouvé devant la bouche de métro près d'où j'habite. Et c'était en été, il fait très chaud en été à Beijing. Ah oui. J'étais en train d'agoniser et en sauveuse, je l'ai trouvé et je l'ai amené chez moi pour lui donner de l'eau à boire, Pas de pour lait. surveiller un peu. Non, pas de lait. Non. Est-ce que les vaches à lait boivent du lait? Bah, de écoute, vache. tu feras l'expérience. Et puis j'ai pas eu le cœur de la donner ou enfin, de ne pas la garder en fait. Donc, et puis tout à coup, 5 ans se sont écoulés. Mais c'est une grande partie de ma vie maintenant et je l'adore. Je ne sais pas si vous avez des animaux de compagnie, mais je trouve que ça change vraiment la vie, ça rythme la vie. Tous les matins, je dois la promener, tous les soirs, et j'y pense tout le temps, même au travail. Je ne dis pas à ma chef. J'ai apporté ça. Donc c'est un volant de badminton. Évidemment, le badminton, c'est un sport très populaire en Chine. C'est un sport que j'aime beaucoup. J'y joue souvent. Et on peut y jouer assez régulièrement, plus ou moins n'importe où en Chine. Il y a beaucoup de gens qui, dès qu'il fait beau, dans un endroit relativement abrité du vent, on peut sortir ses Dans raquettes. les parcs. Et puis, ouais, dans les parcs, même au bas de sa tour d'appartement, on sort de raquettes et on fait un petit peu de badminton et c'est assez sympathique. Également, ça ressemble à un objet qui s'appelle tianzi. Tiens. Voilà. Et c'est quelque chose auquel je joue. Donc, c'est un volant, mais auquel on joue avec les pieds. Donc, c'est pour les gens qui font du badminton sans raquette. Et avec les pieds. Avec les pieds, Et qui voilà. se ouais, joue tout à fait. en groupe. Ouais, ça se joue en groupe. Et le but, bon, c'est de se faire des passes. Donc, on se le passe en faisant comme si c'était un ballon de football. Et le but, c'est qu'il ne tombe pas par terre, simplement.
en faisant peut-être des espèces de petites figures acrobatiques ce faisant. Et c'est très sympa de le faire avec les voisins également dans les parcs publics à proximité. Il y a tout le temps un parc public à proximité de chez soi à Pékin, c'est assez agréable. Et, Tu joues fréquemment? assez fréquemment, oui, avec le groupe de parents d'élèves en fait, dans lequel je suis. L'école, c'est un élément très socialisant pour les enfants, mais aussi pour les parents. Donc c'est assez sympa de se livrer à ce genre d'activité. Et toi, Tierno? Alors mon objet, l'hiver à Beijing est vraiment très rigoureux. Avant d'être ici, j'étais en région parisienne, où depuis bien longtemps on ne voit plus de neige en hiver. Et donc j'ai découvert moins 9 degrés, moins 10 degrés, moins 11 degrés à Beijing. Waouh! Et donc mon objet, c'est ceci. C'est un manchon. Ça a l'air Un manchon. vraiment chaud. Hein? Voilà exactement, pour se chauffer les mains, qui représente le dragon, puisque nous sommes encore dans l'année du dragon. Voilà. Trop mignon ça. Oui, oui, c'est mignon. J'aime beaucoup les couleurs et très très pratique et confortable, bien douillet. Cet objet, ça ressemble à un objet qu'on utilise fréquemment dans le nord-est de la Chine, où il fait super froid, moins 20 degrés même en hiver. Et tout le Moins monde- 20, oh, déjà que moins 20, 10. 30, et des fois, enfin, tout le monde doit porter son tout équipement de protection, non seulement pour les mains, mais aussi pour les oreilles. Mais c'est trop mignon ça. Ah oui, oui, très mignon. Et toi, Sison? Moi, j'ai peut-être un petit... dans une ambiance un peu plus sérieuse, hein, désolée. En fait, je fais de la calligraphie. C'est toi Euh, qui fais ça? Oui. Waouh, c'est Enfin, beau. Waouh, aussi, c'est tout seul très bien chez fait, moi, j'aime trop bien beau. faire ça. C'est donc, trop bien ça. Là, c'est un extrait Tu du... peux tenir un peu plus haut Ouais. pour nous montrer? Waouh. Waouh! Là, c'est un extrait du Tianzi Wan. En fait, c'est ce qu'on appelle en français l'essai en 1000 caractères. C'est un essai qui est écrit avec 1000 caractères différents. Voilà, donc là, c'est du style régulier. Voilà. Après, je suis débutante, donc c'est pas... Tu fais Il est la très Voilà grave. le calligraphie. papier. Waouh, tu fais la calligraphie depuis longtemps? J'ai commencé quand j'avais 8 ans. Puis après, j'ai fait une pause. 8 ans de ça? Oui. La calligraphie, Oui, tu commences. après j'en ai pas fait, j'en ai pas refait jusqu'au lycée où j'ai rencontré un ami qui en faisait aussi et du coup je m'y suis remise et voilà. Tu écris mieux que moi. Non, je pense pas. Est-ce que tu prends des cours maintenant? Ou est-ce que non, tu non, je fais ça pratiques, toute seule. Quand j'étais à l'université, je faisais partie du club de calligraphie et Ah. peinture chinoise, Ah. mais j'ai pas eu vraiment de cours. Je suis vraiment autodidacte. Ouais. C'est Bravo, impressionnant. bravo. C'est vraiment impressionnant. Ça te va? Tu aimes beaucoup la calligraphie? Oui, puis du coup je fais aussi du guohua, de la peinture chinoise, Waouh, c'est quelle fréquentation que tu fais ça? Hein? toutes les semaines. C'est vraiment un passionnant de calligraphie, Oui. de dessin chinois. Hein? Et est-ce que ça veut dire que tu lis et que tu écris en chinois? Enfin, est-ce que tu sais lire en chinois et écrire en chinois? Oui. Ah, waouh. Enfin après Wow. tout ce qui est le chinois classique, pas trop, mais C'est déjà Wow. super bien. Hein? Beijing est bien connu pour son histoire longue et sa richesse culturelle. C'est pour ça la ville est populaire auprès des étrangers. Je trouve que quitter son pays pour un voyage touristique est plutôt simple et fascinant. On peut découvrir un pays différent, mais vivre longtemps à l'étranger, c'est tout à fait autre chose. C'est pas facile du tout. Et du coup, Mélina, pourquoi, comment Beijing t'a retenu si longtemps? Ah, bien sûrement les rencontres que j'ai faites ici. Je me suis fait de très bons amis. Et puis comme je disais, j'ai aussi de la famille ici. Donc c'est aussi, je me suis pas vraiment sentie complètement sans repère et à l'étranger comme vous. Donc c'est pas la même expérience. J'ai toujours eu des repères à Beijing. Donc c'est peut-être un peu différent. Pour l'instant, je suis toujours aussi bien à Beijing. Je me vois encore y rester pendant un certain temps. Et Susan, à ton avis, comment Beijing a pu attirer et garder autant de talents étrangers? D'abord, je pense au niveau des universités, ils savent comment attirer les étudiants et la vie est très peu chère ici par rapport surtout en France, donc c'est un avantage. Puis à Pékin, je trouve, on s'ennuie jamais, il y a toujours des trucs à faire, que ce soit culturel, sportif, des concerts, c'est très riche et
au niveau culinaire aussi, je pense que ça peut attirer Ah pas oui, mal les étudiants. on mange bien. Et Tierno, et pour toi, quel est le plus grand défi pour une famille expatriée dans une grande ville comme Beijing? Je dirais c'est la langue parce que vous avez tous des niveaux assez élevés en chinois. Ce n'est pas encore mon cas, même si j'essaye. Je travaille, j'apprends, mais la langue, effectivement, ici, l'anglais n'est pas une langue qu'on utilise très très souvent. Donc voilà, s'adapter à la barrière de la langue. Mais les habitants sont quand même vraiment très accueillants, les Pékinois vraiment. Je peux être dans la rue, hésiter, pas trouver mon chemin, et sans que je ne demande, quelqu'un va venir en essayant de me parler en anglais pour me dire « je peux t'aider, où est-ce que tu veux aller ?» Et on m'a dit, des amis chinois m'ont dit que c'était la tradition de Confucius de bien accueillir l'étranger à Beijing. Super. Et alors, maintenant, on continue de faire le deuxième tour dire au sort. C'est à Suzanne de le faire? Alors, parlez d'un événement sportif qui a attiré votre attention en 2024. Peut-être les Jeux Olympiques de Paris, alors du coup, même si j'étais à Pékin à ce moment-là. Après, moi, je ne suis pas du tout une grande sportive, donc j'ai entendu qu'à Changde, il n'y a pas longtemps, il y a eu un marathon aussi. Il y a pas mal de marathons en Chine, mais sinon, je ne vois pas trop. On a beaucoup Peut-être entendu la parler toute des première Jeux. fois que tu as découvert la salle de sport ici. Un grand événement sportif, non? Je ne sais pas si on peut parler d'événements, mais oui, je me suis mise au sport depuis que je suis à Pékin, à la natation en particulier. Enfin, je savais nager depuis petite, mais voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un événement pour moi parce que je ne suis pas du tout sportive de base. Tu as trouvé des salles de sport pour faire la natation, c'est bien ça? Oui, il y en a une juste à côté de chez moi. Et toi, Stéphane, cette question est taillée pour toi. Et qu'est-ce que tu as remarqué le plus pour l'événement sportif de 2024? J'aurais dit les Jeux Olympiques, moi aussi, effectivement, notamment pour continuer de parler de natation, Léon Marchand qui a eu 4 médailles d'or. C'est pas encore au niveau de Michael Phelps quand il était aux Jeux Olympiques en 2012 ici à Pékin, mais quand même c'est assez remarquable. Et ça a généré beaucoup d'engouement, beaucoup de nouvelles inscriptions dans les clubs de sport, et ça a même touché Suzon indirectement. C'était pas pour ça, mais... C'était pas pour ça? Tu me déçois beaucoup. Oui, j'ai remarqué sur place parce que je suis allée à Paris sur place pour les Jeux Olympiques. Ah oui, oui. Et durant le moment, j'ai également interviewé Léon Marchand. Je sais que c'est vraiment un superstar. Tout le monde est là pour lui. C'est vraiment un superstar pendant les moments. Et à part ça, j'ai remarqué dans les rues, il y a beaucoup de touristes et les habitants qui n'ont pas de billets d'entrée pour les Jeux Olympiques. Les gens se sont réunis sur les terrasses des Jeux et également sur des terrasses de cafétéria avec des grands écrans. Et comme ça, les gens se sont réunis là-bas pour regarder le match. Et c'est pour ça, chaque fois quand il y a une médaille d'or pour la France, comme c'est la France qui organise les Jeux, chaque fois il y a une médaille d'or qui sort, tout le monde se met debout pour faire la félicitation pour les athlètes. Et à part ça, j'ai fait une petite vidéo en invitant les touristes et les habitants parisiens à essayer plusieurs sports traditionnels chinois. Et je vais vous laisser regarder d'abord la vidéo. Ok. Super. Bonjour et bienvenue à nos défis des Jeux sportifs traditionnels chinois. Je suis Jojo. Ici, dans les rues parisiennes, j'ai installé des points d'interaction invitant les habitants et les visiteurs de Paris à découvrir et à participer à quelques sports chinois datant de plus de 2000 ans. Le Cuju, le Tirobo et le Jianzi durant les Jeux Olympiques de Paris. Et ressentez le charme de ces anciens sports. Le Tirobo est un jeu où les joueurs lancent tour à tour des flèches dans une jarre. Les rituels du jeu étaient bien élaborés. Les hôtes et les invités devraient se céder la place 3 fois avant que les jeux ne puissent commencer.
J'ai bien aimé, ça changeait un peu et j'aime bien le tir à l'arc, donc j'ai bien aimé ça aussi, l'expérience de faire ça et tout. Eh, c'est pas facile, hein. Je suis victorieuse. La flèche peut être déviée et si on ne fait pas attentivement, moi j'ai fait ça un peu vite fait, voilà, ça donne 0. C'est amusant, ça me plaît beaucoup, donc ça fait du bien. Bon, comme c'est ma première fois, oui, je vois c'est facile. Comme c'est ma première fois, auparavant je voyais seulement dans les films chinois, etc. Mais c'est ma première fois, je vois c'est facile. Si je fais 2-3 fois, je veux vraiment vite apprendre ça. Elle va rentrer, c'est là. Le jeu, ça s'appelle comment? En chinois, ça s'appelle Trou. Trop. Ouais, Trou. Ok. Et par exemple, la dernière, je sais qu'il va rentrer en fait. Très très drôle. Ah, j'ai raté, mais après j'ai essayé de faire plus, mais c'est difficile. Yeah! Ouais, c'est très drôle, merci. Merci madame, merci. Merci, même j'en ai mis au cas, j'ai un cadeau. Merci. Déjà avec plaisir. Le tsuju est un ancien jeu de balle chinois qui signifie frapper le ballon. Ayant des ressemblances avec le football, le tsuju est considéré comme l'ancienne forme de football par la FIFA. À ses débuts, ce sport était utilisé pour l'entraînement militaire visant à renforcer la condition physique des soldats. Au fur et à mesure, le tsuju a évolué vers une forme de divertissement. Les joueurs utilisaient la tête, les épaules, le dos, la poitrine, les genoux, les jambes et les pieds pour exercer des techniques complexes en s'efforçant de carter le ballon en l'air le plus longtemps possible. C'est assez proche du football. Moi j'ai joué au foot longtemps donc c'est assez facile. Mais c'est plus léger donc faut aller vraiment plus doucement avec cette balle. Ouais, c'est marrant. Le plume foot, appelé tianzi en chinois, constitué de plumes fixées sur une base circulaire, est une activité de remise en forme simple et accessible qui aide à développer l'agilité et la coordination sans aucune restriction de lieu ou d'âge. On garde en l'air un volant en utilisant les pieds et d'autres parties du corps à part les bras et les mains. En toute liberté, les joueurs se mettent généralement en cercle et jouent dans les parcs ou dans la rue. Mais en compétition, il est pratiqué sur des terrains semblables à ceux du badminton. C'est intéressant. Le jeu, c'est chinois? Oui, Ah, ok. Je ne savais pas. C'est amusant, c'est amusant. C'est difficile, mais il faut pratiquer. Ça s'appelle tianzi. Tienz. Ok. Ok, en tout cas, merci pour cette découverte. Merci. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez pour... Nickel, hein, c'est rigolo, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de jouer à ce genre de choses et c'est sympa. Ah bah t'as vu, on a du talent caché. Bien caché. Activez-vous les gars. Bravo, vous les gars. Waouh, on voit l'enthousiasme des participants. Ils s'amusent bien. Ces jeux sportifs ne sont pas de simples exercices physiques, mais aussi de véritables trésors vivants de l'histoire et de la culture chinoise. À travers ces activités, Paris, cette métropole internationale et la ville hôte des Jeux Olympiques, démontrent une fois de plus son esprit ouvert et d'inclusion. T'as vu Stéphane, c'est pareil comme tu parles les tiennes. Ouais, je suis surpris de revoir ça, ouais. C'est quelque chose aussi qui me rappelle Nice. À Nice, il y a quelque chose d'assez similaire qui s'appelle le pilou. C'est également une forme de volant, mais c'est en fait une pièce de monnaie dans laquelle on fait passer un papier pour qu'elle puisse prendre le vent un peu mieux à la manière d'un volant. Et effectivement, on y joue au pied également. Donc ça, c'est pas complètement différent. Super. Et à part ça, il y a d'autres événements sportifs qui t'ont marqué beaucoup, Mélina? D'autres événements sportifs, les JO aussi. J'ai envie de revenir sur les JO parce que on a une autre émission qui traitait des compétitions sportives quand tu étais à Paris. Et d'ailleurs, c'était aussi un petit marathon pour moi.
parce que pendant 16 jours consécutifs, on a fait des émissions en direct. J'ai un nouveau respect pour les gens qui présentent tous les jours en direct. C'est pas facile du tout. Il faut avoir un mental d'athlète. Et quoi d'autre que tu as remarqué pendant les JO? Qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre pendant les JO? Je fais attention au badminton. Les Chinois ont encore une fois à peu près tout remporté au badminton. C'était pas mal, hein, vraiment. Et mais pour moi, vous savez, j'ai plus remarqué, ce sont les Français qui ont gagné un de trois, les trois premières places. Vrai, ouais. Médaille d'or, pour d'argent, les de bronze. Ouais. cyclistes BMX, ouais. Oh, oui, c'est cet exploit, vraiment, pour la France, ça arrive pas si souvent, c'est vrai. On a eu des Français sur toutes les marches du podium. Le fait d'être dans son pays aussi, je pense que ça peut être un soutien. Oui, c'est vrai. Et ça me rappelle quand je suis allée au Tour du Guangxi en octobre cette année, j'ai interviewé quelques cyclistes européens. Ils nous ont fait part de leur expérience inoubliable, des moments forts de la compétition et aussi des histoires derrière ces souvenirs. À ce sujet, j'aimerais vous présenter Thomas Champion, cycliste de l'équipe Cofidis, qui a fait plusieurs courses en Chine, et aussi Jean-Luc Jonron, son directeur sportif, qui est venu pour la première fois en 2024 pour cette course. Alors, je vous laisse regarder leur interview, écoutons-les. C'est ma deuxième participation au Tour de Guangxi, ici en Chine. On a découvert des nouvelles villes, il va y avoir de nouveaux parcours. Il y a 4 nouvelles étapes sur les 6. Et donc c'est toujours un plaisir de venir courir ici. C'est une ambiance déjà parce que c'est quelque chose de vraiment très très différent à ce qu'on a l'habitude de voir au cours de l'année. Et là il y a une ambiance différente, les gens sont très avenants, je pense qu'ils aiment le cyclisme et ils ont envie d'être là, donc ils sont super fans du vélo en règle générale. Les spectateurs sont très nombreux. En Europe, je pense que c'est des spectateurs qui connaissent le vélo, c'est des vrais connaisseurs et des passionnés qui peuvent suivre, par exemple, qui connaissent les coureurs, qui suivent les étapes à la télévision, etc. En Chine, je pense que c'est un peu différent. Ils connaissent probablement moins le vélo, mais ce qu'ils aiment, c'est voir des sportifs étrangers et s'intéresser justement à un nouveau sport. Et pour moi, le cyclisme en Chine va faire qu'évoluer. Et petit à petit, il y aura de plus en plus de monde et de connaisseurs. Donc c'est assez fascinant hein, quand on arrive dans des villes comme aujourd'hui. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est les paysages. Les paysages ici sont totalement différents de l'Europe. Et rouler sur ces routes-là, c'est un plaisir. Il y a un climat vraiment différent et les routes sont totalement différentes parce qu'ici il n'y a que des grandes routes super grandes, peut-être 4 ou 5 voies toute la journée, et en Europe c'est vraiment beaucoup plus serré, il y a plus de placements dans le peloton pour attaquer les difficultés. J'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup découvrir de nouveaux endroits et le vélo pour ça c'est génial parce que toute l'année on voyage et on découvre beaucoup de choses. Et la Chine, en fait, c'est un pays tellement grand, je pense qu'il y a tout à voir. Il y a les montagnes, les lacs, la mer, on peut tout voir en Chine. Et souvent, je vois des compétitions comme Taiyu Lake ou j'ai plus les noms, mais dans les montagnes, etc. Et moi, j'aimerais vraiment y aller, mais pour ça, il faut que le niveau de la course augmente un petit peu pour que nos équipes pour le Tour puissent y aller et que ça s'ajoute au programme. Jean-Luc Jonron, donc je suis directeur sportif de l'équipe Cofidis, et donc c'est moi qui encadre l'équipe sur ce Tour de Guangxi. Je suis directeur sportif depuis 1994 et depuis 2000 chez les professionnels, donc oui, ça fait déjà quelques années. Ouais. C'est effectivement mon premier voyage sur la Chine et puis sur le Tour du Guangxi, donc je découvre. C'est une très belle organisation, on voit qu'il y a vraiment un engouement, un joli public et puis une très belle organisation. Déjà sur les paysages, c'est des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, qui sont complètement différents. Donc là, aujourd'hui, on a les yeux grands ouverts, on découvre ces montagnes qui sont complètement différentes que ce qu'on peut avoir en France, dans les Alpes ou dans les Pyrénées, ou même le Massif central. Donc c'est vrai que pour nous, c'est complètement un changement. C'est vrai que ici, les routes sont beaucoup plus grandes et c'est vrai que nous, on a beaucoup de petites routes sinueuses, avec beaucoup d'aménagements urbains qu'on n'a pas là. Et là, c'est vrai que c'est quelque part,
ouais, c'est beaucoup plus simple. Ouais. C'est beaucoup plus simple pour rouler. Déjà, oui, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de monde sur la ligne de départ aujourd'hui. Ouais, on apprécie cette ambiance avec les animations qu'il y a aussi bien sur le lieu de départ, à l'arrivée, et puis même dans les villages traversés, il y a des animations et c'est vraiment très joli. Ouais. Alors, on découvre un petit peu ce genre d'ambiance aussi en France sur certaines courses, mais c'est pas systématique. Et là, on voit vraiment que les spectateurs ils n'ont peut-être pas aussi l'habitude de voir des courses cyclistes régulièrement, donc que chez nous, il y a quand même le Tour de France où même les gens qui sont novices dans le cyclisme, ils regardent un petit peu le Tour de France et je pense que c'est un sport qui est beaucoup moins développé ici en Chine, mais on voit la curiosité des spectateurs. Je vois que c'est en train de se développer, on voit même des filles chinoises qui font du vélo, donc c'est bien, c'est à l'image de ce qu'on voit aussi en Europe. Il faut être patient dans le cyclisme puisqu'il y a quand même une technique à apprendre et puis la condition physique, elle vient en pratiquant la bicyclette. Alors après, bon, il peut y avoir des athlètes qui arrivent par exemple après avoir fait du footing, ce genre d'activité, donc qui ont déjà, on va dire, qui font déjà des sports de fond, donc c'est beaucoup plus facile ensuite de se mettre au cyclisme. Mais voilà, je pense que c'est surtout de la patience pour avoir des résultats et on progresse pas rapidement, donc il faut de la persévérance pour y arriver. Les Européens sont vraiment forts dans le cyclisme. Ça me rappelle un événement qu'on a en Belgique qui est organisé dans la ville où j'ai fait le lycée, à Louvain-la-Neuve, et qui s'appelle les 24 heures vélo. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est plus une fête qui est en lien avec le cyclisme aussi, donc qui rassemble surtout des étudiants, mais qui est ouvert à tous, où il y a plusieurs courses qui sont organisées en plusieurs catégories. Une course de relais en vélo, par équipe où on se relaie donc en vélo pendant 24 heures sans interruption. Et puis il y a d'autres catégories, comme je disais, il y a aussi une catégorie où des associations font du vélo pour leur cause et une autre catégorie où on reçoit le titre du plus beau vélo. Et là, donc, du coup, je disais que c'était surtout organisé par des étudiants et les participants sont surtout des étudiants. Ils fabriquent eux-mêmes leur vélo, enfin, ils customisent leur vélo pour lui donner une forme originale. Donc, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. Il n'y a pas vraiment de restrictions. Cette année, il y avait la maison du film d'animation là-haut. Ouais, donc c'est assez grand à transporter. Et puis il y avait quoi d'autre aussi un vélo qui rappelait un restaurant qu'il y a dans la ville, un restaurant assez réputé dans la ville. Donc c'est drôle, c'est rigolo. C'est une fête, et c'est une fête où il y a des concerts et des stands de dégustation. Et il y a tout, ça un mélange festival plutôt. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il y a le folklore et il y a la passion pour le cyclisme, pour ceux qui veulent. Super. Et maintenant, c'est le moment de faire le 3e tour de tirage au sort. Ah. Je laisse Stéphane y faire. Petite appréhension. Hein. Il y en a beaucoup. Non, mais c'est parti profond. Alors. C'est un long sujet. Je peux pas regarder. C'est quoi ton sujet? Quelle a été votre découverte culturelle la plus marquante en 2024? Alors, Média. Alors, je te laisse commencer. C'est moi d'abord. C'est dur. Alors, la découverte culturelle la plus marquante en 2024. Alors, j'y suis pas allé parce que c'est compliqué, mais j'ai découvert les grottes de Dunhuang. Il y avait une exposition à ce sujet et c'est les grottes de Mogao qui font partie de cet ensemble. C'est très 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 impressionnant. Un ensemble d'art lié au bouddhisme qui a été rénové à partir de la deuxième moitié du XXe siècle par un Chinois qui a découvert lui-même l'existence de ces grottes en France en tombant sur un livre à ce sujet
chez un bouquiniste de la Seine, quelque chose d'assez improbable, un Chinois qui découvre sur les bords de la Seine un livre sur ce patrimoine artistique et architectural chinois. Et il a décidé de retourner en Chine, de laisser sa carrière artistique parisienne pour retourner en Chine et s'occuper de la rénovation de cet endroit. C'est demandé beaucoup d'abnégation, de volonté. Et le résultat est vraiment réussi, frappant. Et c'est un endroit qui est assez difficile pour moi d'accès. Il faudrait voyager assez longtemps avec les enfants. Je ne suis pas sûr que ce soit une super idée. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais bien visiter un jour. Oui. Super. Et Susan, et toi? Moi, c'est difficile de résumer en une seule découverte parce que j'ai eu l'occasion de faire pas mal de choses. J'ai eu l'occasion d'aller voyager dans le Shanxi, dans le Hunan et notamment dans les parties un peu plus rurales qui sont un peu plus difficiles d'accès pour les étrangers notamment. Sinon, j'ai pu écouter pour la première fois un spectacle de xiangsheng qui est une forme de comédie, de sketch à la chinoise, des dialogues entre deux personnes. C'était assez marrant, mais il faut bien comprendre la culture. Et aussi, j'ai pu participer à des concerts, notamment dans des parcs, et j'ai vraiment adoré l'ambiance. C'est pas des concerts officiels, c'est un groupe de chanteurs qui rassemblent du monde dans des parcs et qui chantent des chansons populaires chinoises. Et j'ai vraiment adoré l'ambiance. En plus, l'été, c'était super agréable au bord de l'eau. Et ça m'a beaucoup plu. Et toi? Moi, à travers les tournages qu'on a fait cette année, on est en train de produire une série sur les musées à Beijing. Donc si vous ne voulez pas sortir de Beijing, mais que vous voulez quand même faire des sorties culturelles sympas, il y a de plus en plus de musées dans la ville de Beijing, puisque la ville investit beaucoup là-dessus. Et de plus en plus de musées qui sont gratuits aussi. Des musées sur tout plein de thèmes différents. On a par exemple été au musée des jardins chinois, très joli, très grand. Donc une superficie de plus de 65 000 mètres carrés avec plein de salles d'exposition différentes et avec des reconstitutions de vrais jardins du sud de la Chine. Donc très sympa à visiter, surtout quand il fait beau. C'est où? C'est à Beijing? À Beijing, ouais. C'est Yuanlin博物馆, je pense que ça s'appelle en chinois. Ouais. C'est dans le Si je me trompe sud-ouest pas. de Beijing, je crois. Il me semble, oui. Ouais. Très sympa. Et puis à travers les jardins chinois, on découvre aussi tout ce qui est concept philosophique chinois, la façon de penser, l'esthétique des Chinois. Tout ça est reflété à travers les jardins chinois. Donc si ça peut vous plaire. Puis d'autres musées sur l'architecture, pardon, au temple de l'agriculture. Ça, c'était très sympa aussi. Donc là, on découvre le temple, l'histoire du temple de l'agriculture. C'est un lieu où les empereurs de la dynastie Ming et Qing allaient vénérer le dieu de l'agriculture. Et en même temps, on peut découvrir l'histoire de l'architecture chinoise. Il y a aussi d'autres musées un peu plus modernes, j'ai envie de dire, avec des thèmes comme l'astronomie et l'art. Tu as vraiment fait beaucoup de musées. Dans notre série sur les musées, dans la Chine et moi, je fais ma petite pub. Et toi, Tiano? Alors moi, ce qui m'a marqué, en 2024, j'ai pas eu l'occasion de quitter la Chine. L'année dernière, j'avais vu Wuzhen, qui est une ville aquatique, un peu une sorte de Venise chinoise. Donc je suis resté à Beijing principalement cette année pour le travail. Mais j'ai quand même pu découvrir la cuisine du Sichuan parce qu'on a fait un tournage pour lequel je devais interpréter un personnage de Français qui découvre la Chine et la cuisine du Sichuan, qui est extrêmement relevée, très très épicée, et c'était une sacrée découverte. Et le metteur en scène a voulu faire beaucoup de prises, donc j'ai mangé beaucoup de cuisine du Sichuan et beaucoup de piment. Ça m'a dépaysé. Allez, à ton tour de faire ton tirage au sort. C'est parti. Je pensais que tu allais dire à ton tour de manger du piment. Attention, ça pique un On a peu une petite là-dedans. surprise pour toi. Il y a un petit sachet de Faut piment. pas piquer, hein. C'est quoi ton sujet? Quels sont vos objectifs pour l'année à venir? Alors, quels sont vos objectifs pour l'année à venir? Oui, c'est bientôt l'année 2025. Ah, très simple.
Parler mandarin de manière courante, réellement. De manière courante. c'est Oui, je veux ambitieux. vraiment parler un mandarin fluide en 2025. Waouh, c'est vraiment ambitieux, hein? Déjà, c'est une langue que je trouve vraiment très très jolie. Oh, ça sonne vraiment très bien. Ah. Mais à part dire quelques phrases, et je comprends globalement ce qui se dit autour de moi, mais je voudrais pouvoir échanger avec mes collègues, le parler tout simplement. Donc voilà, c'est mon objectif, vraiment travailler sérieusement mon mandarin en 2025. Ah, bon courage, hein. Ah ben merci. Et toi, 6 ans? Moi, continuer le sport déjà auquel je me suis mise que très récemment pour avoir gardé la santé surtout et m'améliorer dans mon travail, être une meilleure version de moi-même. Ah. Ouais, la meilleure santé, c'est le plus important. Voilà. Et toi, Mélina? Oui, le sport, c'est toujours bien. C'est toujours bien de faire du sport. Lire plus. Reprendre la danse peut-être. La danse, Je sur dansais quoi? quand j'étais à l'école. Peut-être autre chose. Peut-être découvrir d'autres styles de danse. Et apprendre à mieux gérer mon temps. Être plus ponctuelle. Je vais travailler sur ma ponctualité. Et toi, Stéphane? Moi, ce serait un peu un pot pourri de tout ce qu'ils ont dit. Hein. Peut-être améliorer mon chinois, surtout à l'écrit, donc en lisant un livre, largement, mais de façon relativement rapide, donc en gérant mon temps. Ah, Et, bien et joué. ce sera de l'exercice mental, donc ça rejoint aussi ce que Tout dit en Sylvain. faisant plus de sport, voilà. Ouais, c'est un En même exercice temps. mental, tu vois. Tout en même temps. Tu liras du chinois sur ton vélo. Ah, ben, tiens. T'as vu? Et toi? Moi, pour moi, le plus important pour l'année prochaine, c'est d'avoir une meilleure santé. Ah oui. Et le reste, Reste. rester toujours active, toujours heureuse. C'est le plus important pour la vie, je pense. Ouais, c'est très Et vrai. le reste, c'est le niveau plus bas. Il faut bien se concentrer. Hein. La santé avant tout. La Ouais. santé avant tout. C'est sûr. On est tous d'accord. Nous avons passé un bon moment. Merci à vous tous pour ces échanges enrichissants. Vos réflexions et vos expériences nous inspirent pour accueillir 2025 avec enthousiasme. Bonne continuation. Merci à tous les internautes de nous avoir suivis. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle émission. À très vite et bonne année 2025 à vous tous. Bonne année. Bonne année.